C'est tout bon? C'est bon. Bien. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir. Donc, je suis Agnès Sarrazamillet. J'ai le plaisir d'accueillir Ida Elicheri qui va se présenter ensuite pour une conférence vraiment d'actualité pour rebondir sur cette reprise post-confinement. Sur des notions qui nous sont chères, qui sont le management et la performance commerciale pour moi-même, pour ma part. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une conférence. Je vais faire un partage d'écran. Voilà, on vous a proposé une thématique sur le fait que vos équipes et vos clients ont plus que jamais besoin de vous en ce moment. On vous propose de trouver ou retrouver votre pouvoir d'agir et de servir. L'intention et les objectifs de notre conférence, les voici. Donc l'intention, en effet, c'est en tant que manager, en tant que collaborateurs commerciaux, c'est de vous offrir un temps de réflexion au service de votre fonction, de partager nos expertises, de vous inviter à prendre le pouvoir dans vos postes respectifs. On va vous expliquer ce qu'on entend par reprendre le pouvoir. Et puis, les objectifs de cette conférence, c'est de vous transmettre des clés de lecture, des comportements actuels en cette période de post-confinement et en cette reprise cette semaine. Prendre du recul à la fois sur vous et sur vos postes. Vous donner des clés pour développer votre intelligence des situations et pour l'utiliser à la fois en management et en clientèle et mettre en place des actions concrètes. Ida, je te laisse peut-être présenter le programme. Donc, on va parcourir ensemble trois étapes. D'abord, la première, on aimerait partager avec vous ce que nous avons nous-mêmes vécu pendant ces semaines de confinement et puis pendant ces 6 semaines également, ce que nous avons entendu de la part de nos clients, donc qui sont des managers, qui sont des commerciaux, et vous faire part de ce vécu et de nos constats. Ensuite, nous vous proposerons une analyse d'abord autour de ce qu'il se passe actuellement, du contexte dans lequel nous vivons, du monde dans lequel nous vivons, et puis de la manière dont nos habitudes ont été bousculées. Et puis, en troisième point, on aimerait partager avec vous quelques propositions autour de la notion de qualité de vie au travail et autour d'un concept qui est le leadership transformationnel pour tous, à tous les niveaux de l'organisation. Alors, je vous propose qu'on se présente un peu plus amplement. Donc, je suis Agnès Sarrazamillet. Je suis consultante formatrice en performance commerciale et managériale. Donc, j'accompagne au quotidien des collaborateurs commerciaux dans des grands groupes, dans des ETI et aussi dans des PME. Et évidemment, des managers. Je suis coach. J'accompagne des managers et des dirigeants. Et je suis facilitatrice donc en intelligence collective. J'ai créé il y a 11 ans maintenant le cabinet Coactance basé à Lyon. Et je suis Ida Génari-Elicheri, je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, psychologue et coach. J'ai exercé pendant 15 ans sur des fonctions RH de direction et ensuite j'ai monté mon cabinet qui s'appelle Psy Éco Développement et qui s'occupe particulièrement de l'accompagnement des transformations pour les managers et leurs équipes, des hauts potentiels et aussi de la place des femmes dans la société. Et nous sommes toutes les deux ambassadrices. J'arrête de râler au boulot, qui est une méthodologie de leadership mise en place par Christine Levicki, auteure du best-seller du même nom, J'arrête de râler, et qui nous apporte de nombreuses clés pour pouvoir justement reprendre ce pouvoir d'agir vraiment au sens du verbe pouvoir. Je peux faire quelque chose face aux situations que je rencontre. C'est ce que nous allons partager en partie avec vous aujourd'hui. Alors, nos constats, depuis 8 semaines de confinement et au sortir de ces 8 semaines, l'idée est de partager déjà ce qu'on a vécu nous, puisque c'est pas parce qu'on est consultante et qu'on accompagne les entreprises qu'on ne vit pas ce que nos clients vivent. Et puis ensuite, des vécus chez nos clients. L'idée est vraiment de
voilà, de vous transmettre spontanément ces éléments et de pouvoir vous identifier ou pas dans tout ça. Ida, est-ce que tu veux bien commencer sur ce que tu as vécu depuis, on va dire, l'annonce du confinement le 14 mars au soir? Alors, si on commence à titre personnel, dès le dimanche, quand on a commencé à sentir que ça allait nous arriver, je me suis interrogée en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ces 2 semaines au départ, et puis qui sont devenues 6 après, pour accompagner les personnes dans cette période complètement inédite et inattendue qu'on allait vivre ensemble. Donc, je me suis dit, je peux organiser grâce à tous nos moyens technologiques aujourd'hui, des réunions à distance, comme ça a été le cas, beaucoup l'ont fait, et ça a été vraiment, je pense, important, et heureusement qu'on a eu ça, je pense, pour pouvoir être en lien les uns avec les autres pendant toute cette période. Et donc, j'ai organisé des séquences de co-développement, à la fois avec des particuliers, notamment des femmes, et puis également avec des dirigeants. Donc c'est peut-être ça que je vais partager avec vous maintenant. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel, et ce qui a permis vraiment d'échanger, mais aussi de trouver des solutions en direct, en faisant marcher justement l'intelligence collective dans des situations de management bien particulières. Et puis à titre personnel, j'ai travaillé à la maison, ce qui m'arrive régulièrement, mais là c'était quand même un petit peu différent puisque j'ai 4 enfants, et donc on était 6 à la maison, avec ce que beaucoup aussi ont eu à faire, l'école à la maison, et puis la gestion de la vie comme ça en promiscuité, 24 heures sur 24. Voilà, ça a été aussi quelque chose de très particulier à vivre. Voilà, je dois dire que le travail m'a permis quand même de m'isoler, et heureusement de pouvoir m'échapper finalement de certaines contraintes. Alors pour ma part, je me souviens parfaitement du 14 mars qui était pour moi une journée d'animation de séminaire, une dernière journée d'animation de séminaire de management où tout se passait super bien depuis 3 jours, où j'étais limite sur un nuage parce que je voyais pas ce qui allait arriver. Et quand je suis rentrée chez moi le samedi soir et que j'ai écouté l'allocution de notre Premier ministre, là, je me suis dit, oh là, tout s'effondre. Je vais devoir annuler les formations de la semaine suivante. Donc, dès le dimanche, j'ai été en lien avec à la fois les lieux qui devaient m'accueillir et accueillir mes clients la semaine d'après, en lien par mail avec les services RH des entreprises concernées. Et en fait, tout le monde a travaillé tout le dimanche. De mon expert comptable avec qui j'avais des contacts, d'autres amis chefs d'entreprise, du CJD notamment, où on s'est fait des échanges toute la journée. Vraiment, l'idée, c'était de régler les urgences. Et puis, clairement, il y a eu les 15 premiers jours où moi, j'ai pas eu ton énergie en toute transparence. J'ai pas du tout été présente sur les réseaux sociaux, à communiquer ou quoi. J'ai vraiment eu du mal à accuser le coup parce que j'étais vraiment sur une super tendance depuis des mois et des mois, une grosse charge de travail. Et je pense que j'ai pas voulu comprendre ce qui arrivait. Et puis ensuite, une fois les 15 jours passés, les urgences traitées, on va dire, notamment en termes de mise en place technique ou de réaction à avoir, enfin de décision à prendre, en tout cas au niveau comptable, au niveau financier, au niveau organisationnel. Je me suis remise dans le bain pour plein de raisons d'ailleurs, puisqu'en tant qu'organisme de formation, je suis en plein dans la démarche de certification. Et puis, par la suite, l'idée, c'était de rebondir, de proposer aux clients des solutions, de continuer à travailler, pour le coup, sur des éléments de stratégie en visio, donc à distance. Et depuis 6 semaines sur 8, en fait, je fais que ça, du coaching de dirigeants à distance, de la formation à distance pour des collaborateurs commerciaux. L'idée était de s'adapter. Oui, de s'adapter, et on est en plein en train d'actionner finalement les leviers qu'on va vous proposer là. C'est pas que du conseil, hein, c'est aussi de l'application, et justement on est vraiment dedans pour pouvoir vous démontrer
comment utiliser au mieux ces outils-là pour pouvoir rebondir. Et dans les questions des dirigeants que moi j'ai eues pendant les co-développements, il y a eu d'abord toute une phase autour de la peur de tomber malade, la peur de mourir même pour certains, hein, c'était très 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 fort. La peur de voir son business ne pas pouvoir reprendre par la suite. Et puis après, petit à petit, il y a plus eu des questions autour de comment je rebondis, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux réinventer. Des questions aussi managériales. Hein. Je manage pour la première fois des équipes qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être à distance, qui pour certaines n'avaient jamais utilisé les outils de partage collaboratif, les plateformes d'échange et de réunion. Comment je fais pour être dans un juste équilibre entre être proche de mes équipes sans les materner, en gardant la responsabilisation de chacun d'entre eux et en même temps moi-même absorber ma propre émotion à être dans cette situation que je ne connais pas en tant que manager. On a eu des questions aussi autour de l'orientation professionnelle et du sens. Qu'est-ce que je fais finalement dans mon travail? Est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Ou si ça sert à quelque chose, qu'est-ce que je sers exactement comme objectif? Voilà, donc des vraies questions très profondes. Il y a eu de l'émotion dans ces co-développements et il y a eu aussi du concret, c'est-à-dire que les personnes, après avoir considérer ce qui se passait pour elles, se sont mises en action et sont revenues d'ailleurs dans les séances après pour témoigner de ce qu'elles avaient pu mettre en place. Je crois vraiment que le fait qu'on ait pu avoir des outils collaboratifs à distance pendant cette période a été absolument formidable. J'imagine même pas un truc pareil il y a 15 ans sans les outils qu'on a aujourd'hui. Bon, on aurait toujours eu le téléphone, hein, on avait quand même ça. Mais là, je dois dire que le fait qu'on ait pu quand même se voir, organiser des réunions, partager des émotions ensemble, en parler et en faire quelque chose, je crois que ça a changé la donne et qu'on peut être dans une dynamique de création aujourd'hui. Chez mes clients, alors j'ai eu quasiment tous les cas de figure. Le point commun, en tout cas, entre tous les dirigeants que j'accompagne, c'était la qualité du sommeil ou la mauvaise qualité du sommeil, parce que ça cogitait toutes les nuits. Ça, c'est évident que je voyais des dirigeants m'envoyer des mails à 1h du matin, à 3h du matin. En fait, c'est une idée. Alors, moi, je le voyais pas à 3h du matin, je le voyais le lendemain matin, mais c'est évident que ça avait un impact, en tout cas, parce que entre est-ce que je prends les bonnes décisions, comment je gère justement ce management à distance, j'ai constaté vraiment des différences entre la taille des entreprises aussi, hein, entre de la PME, de l'ETI, du grand groupe, plus d'agilité peut-être, ou en tout cas de réactivité dans des PME, des ETI, que dans des grands groupes avec des chaînes de décision beaucoup plus longues. Et beaucoup plus de sécurité au sens safety first dans les grands groupes avec des process que dans les entreprises où clairement des dirigeants de TPE, de PME, même d'ETI sont clairement moins aguerris sur ces problématiques, notamment sanitaires. Et là, franchement, moi, je trouve qu'il y a, pour le coup, on va en parler de la charge mentale, mais la charge mentale des dirigeants, moi, je leur tire mon chapeau parce que on peut pas tout savoir de tous les textes de loi et c'est vraiment stressant. Et puis, même avec les mesures de précaution, au fur et à mesure que les entreprises ont repris le travail, est-ce que j'ai bien tout mis en place? Est-ce qu'il va pas arriver quelque chose à un de mes collaborateurs à un endroit sur les chantiers ou en clientèle? Après, côté collaborateurs commerciaux, salariés que j'ai eu à distance, pareil, hein, différents. Le télétravail, tous les commerciaux B2B sont assez habitués d'être en partie en home office, mais pas autant de temps sur une semaine. Et donc, c'est une vraie nouvelle organisation. Il y a un élément qui est quand même important, c'est que les forces de vente, même avec les outils qu'on a aujourd'hui, sont quand même moins dans cette culture digitale. On est très dans le rendez-vous encore en face à face, et que la relation à distance, c'est vraiment un moment pour s'accommoder de ces nouveaux outils.
et on n'est pas forcément à l'aise avec la projection d'un PowerPoint à distance ou une organisation. Pour l'instant, c'est quand même beaucoup le téléphone qui a primé avant de mettre en place des visios. Et puis, ça va avoir un impact pour moi durable sur la relation client, parce qu'en termes d'organisation, ça pose question. Il y a aussi des bénéfices, beaucoup de bénéfices à mettre en place tout ça. Voilà, donc le vécu chez les clients, il est aussi en fonction de est-ce qu'on a des enfants, pas des enfants. Comme tu le dis, tu l'as vécu, voilà, il faut faire l'école, on est parfois en couple, les deux en télétravail, donc il faut trouver sa place au sein d'une maison ou d'un appartement. Avec les enfants à proximité, le bruit. Donc on va y revenir. C'est pas vraiment du télétravail non plus. Enfin, c'est une nouvelle organisation dans l'urgence du travail. Donc il y a eu des cycles dont on va parler dans quelques minutes. Tout à fait. Voilà notre analyse, en tout cas nos clés de lecture. Je vais te laisser la parole sur ce qu'on appelle ce fameux monde VUCA, dont on entend parler depuis quelques années déjà. Mais là, on est en plein dedans, et qu'on soit dans n'importe quel secteur d'activité, on est touché, on est vraiment dedans. L'impact que ça a sur la pyramide de Maslow qu'on connaît tous, mais pour le coup, là, on est descendu d'un cran en termes de besoins. Une autre clé de lecture aussi qui peut être la courbe du deuil, et puis des habitudes qui sont complètement en train d'exploser en vol, que ce soit à titre perso comme professionnel. Je te laisse la parole, Ida, sur la partie monde VUCA. Oui, alors on avait envie de partager avec vous ce concept. Là, on vous a fait part de nos constats empiriques sur le terrain, ce qu'on a pu entendre, en tout cas de la part de nos clients et de notre propre vécu. On avait un peu envie de rattacher ça à des concepts qui jusque-là pouvaient nous paraître peut-être un peu théoriques. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça depuis maintenant plusieurs mois, voire même quelques années. On a des économistes qui parlent aujourd'hui du monde VUCA. Voilà, on vit dans un monde VUCA. Ce qui veut dire volatile, imprévisible, donc si on est en français on dit VICA, imprévisible, complexe et ambigu. Et en fait, je sais que moi, c'est un concept que je partageais avec mes clients avant le confinement, et ça paraissait un peu loin. On voyait bien que le monde bouge, on parlait du changement. Ça fait 10 ans, même un peu plus de 10 ans qu'on parle du changement. Il y en a qui en ont fait une campagne présidentielle. Donc, bon, voilà, on comprend bien que le monde bouge, mais VUCA, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Volatile, imprévisible, complexe et ambigu. Ça restait quand même quelque chose de très théorique. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ce virus, on a une illustration concrète de ce que ça veut dire. Volatile. Ce virus, il est volatile, il est partout, nulle part, on ne peut pas le saisir, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où il va. Voilà, on est complètement dans la concrétisation de ce mot. Imprévisible. Toutes les statistiques bougent dans tous les sens, on ne sait pas exactement comment se projeter dans l'avenir. On ne sait pas. Complexe, oui, il fait bouger tous les pans de notre société, que ce soit économique, politique, culturel. On le voit là avec l'émergence du port du masque. J'entendais ce matin une discussion sur France Culture entre psychanalystes, médecins, économistes, etc. On voit bien que nos repères culturels autour du port du masque posent de vraies questions. Et puis ambigu parce qu'il est à la fois, évidemment, un risque énorme qu'on mesure tous à l'ampleur de la crise, et en même temps, on sent une opportunité. Cette expression qui a fleuri partout, le monde d'après. Alors, c'est quoi ce monde d'après? Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger sur la notion d'écologie, sur la notion de sens, sur la notion de création et qu'est-ce qu'on veut pour le futur et pour les générations futures. Donc, voilà, on voit bien qu'on a à la fois un risque et une opportunité de faire quelque chose de cette situation. Donc voilà, on est dans ce contexte, on y est depuis déjà un petit moment, mais là, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. En 2019, moi, j'avais assisté à une conférence dans un séminaire interentreprise sur le digital, où un des conférenciers nous avait dit, dans les 10 ans à venir, il y aura plus de changements que dans les 30 dernières années. Bon, voilà, je crois qu'on y est et qu'on est vraiment à un point d'étape où la question à se poser, c'est comment je pense mon entreprise, comment je pense ma stratégie, comment je pense mon management pour prendre en compte cette nouvelle dimension et cette nouvelle donnée.
Il y a un autre élément qui me semble important, c'est je pense qu'il faut qu'on invite dirigeants, managers, collaborateurs, commerciaux et pas que, à déculpabiliser par rapport au fait de ne pas savoir, de ne pas avoir une réponse à tout, parce que c'est juste désormais impossible. La preuve en est qu'on ne peut pas prévoir. On a énormément de pression sur le fait que nos collaborateurs nous demandent des réponses précises parce que c'est confortable, mais que c'est définitivement plus possible. On doit composer avec des incertitudes en permanence. Certes, avoir quand même un cap, une vision qui va servir à donner du sens, à être pédagogue, à faire comprendre là où on veut aller. Et en revanche, on ne peut pas avoir réponse à tout. Et je sens vraiment des managers, alors en l'occurrence commerciaux, être vraiment dans le doute parce qu'ils ils n'ont pas réponse à tout. Et d'un autre côté, un vrai besoin de la part des collaborateurs d'avoir des certitudes. Or, c'est juste plus possible. Comment on peut les accompagner à déculpabiliser par rapport à ça? Ouais. Oui, oui, c'est vrai que jusque-là, on recherchait un peu l'équation qui permettrait de tout prévoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça, c'est mission impossible. Donc, ça me fait penser, moi, à un livre du général Desportes qui parle de ça, manager dans l'incertitude, diriger dans l'incertitude, qui dit que dans les opérations de guerre, qu'est-ce qu'ils font en fait? Eh bien, ils fonctionnent par hypothèse, ils planifient le plus possible, mais dans l'équation, ils mettent aussi une inconnue qui va rester là dans l'équation. Et que parfois même ils utilisent cette incertitude contre l'ennemi. Ils augmentent même le brouillard pour pouvoir finalement mettre aussi l'ennemi en difficulté. Donc c'est intéressant de regarder ça. C'est vraiment un livre dont on pourra mettre les références dans les slides parce que il dit ça. Évidemment qu'on ne va pas sur une opération comme ça sans se préparer, mais en même temps, dans la préparation, il y a l'idée qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose qu'on n'avait pas mis dans nos hypothèses, qu'on n'avait pas prévu dans le plan A, B, C, D, E, etc. Et que ça fait partie de la prévision en fait. Je rebondis sur cette notion de prévision où clairement, dans l'urgence, ce fameux week-end du 15 mars et les jours suivants, où des managers ont refait des prévisionnels à la fois pour les banques, en interne, pour des COMEX ou des CODIR, peu importe. Et tout s'écroule. On bosse 2 jours sur un sujet et en fait, il y a une nouvelle qui tombe et notre travail de 2 jours ne vaut plus rien en fait. Parce qu'il faut, enfin, on a pris une hypothèse et cette hypothèse, elle est remise en question parce que des ateliers de production finalement vont pas tourner comme prévu, parce qu'un sous-traitant est fermé alors qu'on n'avait pas prévu du tout qu'il ferme. Enfin, il y a vraiment des équations à plusieurs inconnus. À plusieurs inconnus et des équations qui ont à se résoudre de plus en plus rapidement aussi. C'est Jean Stone dans son livre L'intelligence collective qui parle de l'effet papillon et qui dit que dans un environnement complexe, les effets papillons sont de plus en plus nombreux, sont plus souvent là et en plus ont plus d'impact. Voilà, dans un environnement complexe, il faut s'attendre en fait à ce que les choses changent assez vite. Ce qui nous fait un peu travailler sur la notion de perfection aussi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire quel est l'investissement et le retour sur investissement que j'ai à travailler sur un prévisionnel hyper cadré, etc., si 2 heures après ou le lendemain, il est plus valable. Donc, c'est de trouver aussi quel va être le juste investissement à avoir sur une planification, parce que c'est nécessaire, mais de peut-être pas aller trop loin comme on pouvait avoir l'habitude de le faire. Donc, ça remet aussi en question nos manières de travailler sur nos prévisionnels et peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut lâcher là-dedans. Tu parlais tout à l'heure des organisations et
et de la manière dont ils se sont mis à travailler, notamment sur la question de la sécurité et de la santé-sécurité au travail. J'ai eu en contact un de mes clients dans un grand groupe qui travaille sur la santé-sécurité au travail. Alors déjà, il y a eu deux choses. C'est que quand il est parti le 16 mars, il a écrit sur sa porte « bureau fermé ». Et puis un mois après, quand on se parle au téléphone, il m'a dit « j'ai jamais travaillé autant, etc. C'est quand même rigolo, j'ai écrit bureau fermé ». Je dis ouais, tu vois déjà, c'est intéressant comme point de vue. T'es pas fermé, t'étais absent physiquement de cet endroit-là, mais en fait, t'as jamais été aussi ouvert et jamais aussi présent et aussi sollicité. Donc ça, c'est intéressant aussi les mots qu'on met sur la façon dont on travaille. Et puis le deuxième point, grand groupe, hein, donc hyper procédurier. Jusque-là, la moindre chose nécessitait 6 mois de travail pour revoir la procédure. Et bien là, contraints par la situation, ils se sont vus faire des choses qu'ils n'avaient jamais osé faire jusque-là, débloquer des procédures et finalement rendre possible des choses qui jusque-là ne l'étaient pas. Et au final, voilà. Donc c'est intéressant, voilà, de regarder comment est-ce qu'on peut, à la lumière de ça, lâcher à certains endroits. Et je parlais de l'imperfection, mais peut-être qu'au contraire, hein, ce serait aller vers du mieux. Que d'arriver à lâcher sur certains points, voilà, à certains égards. La situation permet d'être hyper créatif. Et justement, c'est ça aussi, retrouver son pouvoir ou trouver son pouvoir au sein d'une organisation, au sein de… Enfin, même, quelle que soit sa fonction, en fait. C'est ça. Bien. On va avancer sur une pyramide que vous connaissez tous, qui est la pyramide de Maslow, et sur laquelle, pour moi, on était monté à des strates assez hautes, surtout en Europe. Hein, on a quand même la chance de pouvoir être sur la partie estime de soi, accomplissement, par rapport à nos métiers, à nous qui intervenons dans les entreprises, à la fois sur, certes, de la montée en compétences, mais carrément aussi parfois sur du développement personnel. Donc, et d'avoir régulièrement des réflexions en ce sens. Et là, d'un coup, en termes de besoins, que ce soit par rapport aux collaborateurs ou chez les clients pour la partie commerciale, on redescend de 2-3 crans et on est redescendu au niveau santé-sécurité, quoi. Tout à fait. Avec des réactions qui sont étonnantes de la part d'interlocuteurs, mais entre ce que l'on entend à la radio, ce qu'on peut voir à la télé, tout ce qui est à la fois réel et peut-être parfois hyper anxiogène si on y met trop les yeux et les oreilles, eh bien, on est complètement, et notamment, alors il y a eu plein d'étapes, on va le voir après, mais cette semaine où on revient sur nos lieux de travail, un vrai besoin là de sécurité à fond. Ouais. Et en même temps, on a aussi connu du coup les niveaux d'au-dessus, ce qui est différent quand on franchit la pyramide et que on ne sait pas ce qu'il y a après. Hein, on est dans ce qu'on connaît et voilà. Là, on connaît aussi les niveaux du dessus. Donc, en même temps qu'on a besoin de cette sécurité, on sait aussi que c'est très important d'avoir de l'appartenance, d'avoir du sens à ce qu'on est en train de faire. Voilà, les questions de sens sont vraiment beaucoup ressorties dans les échanges. Donc, c'est les deux. C'est vraiment les deux aujourd'hui. Et le point sur la sécurité, sur lequel peut-être s'interroger, c'est la question de la peur. En quoi la peur, elle est à la fois un allié, de manière à être justement dans le prévisionnel, de quoi je vais avoir besoin, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sécuriser, etc. On en a absolument besoin. Et à la fois, comment la peur, qui nous touche au niveau émotionnel et qui touche notre cerveau, et bien peut devenir aussi bloquante. Parce que la peur, ça crée de la sidération, donc quand on ne peut plus bouger, hein. Ça crée de la fuite, on essaye de ne pas traiter le problème et on ferait comme si le problème n'existerait pas, ou ça crée de la colère et de l'agressivité. Donc voilà, voir comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on utilise ce besoin de sécurité comme un allié pour finalement
prévoir, organiser et peut-être justement retrouver les niveaux du dessus en se posant les questions de vers quoi on veut servir, de quoi nos clients ont besoin, comment est-ce qu'on peut être encore meilleur finalement dans le service qu'on apporte à nos clients ou meilleur dans notre manière de manager nos équipes et de les mobiliser. Moi, chez des clients, il y a eu des offres créées spécifiquement par rapport au contexte actuel. Alors, à la fois, soit parce qu'en production, on pouvait tout à fait fabriquer du gel hydroalcoolique et donc ou changer une chaîne de production en ce sens, ou bien proposer d'autres solutions de financement qu'on proposait jamais, par exemple, et quand même répondre à une demande, voire à une nouvelle demande, en effet. Oui, tout à fait. Après, sur l'appartenance sociale, cette semaine, hier matin ou avant-hier matin, j'ai publié un rapide post sur LinkedIn. L'idée est pour moi, l'entreprise est plus que jamais un lieu de lien social ou de liens au pluriel sociaux, et surtout en ce moment où on sort de ceux qui vivent seuls, typiquement. Certes, on a par WhatsApp ou je ne sais quel support à distance sa famille qui est loin en visio, et pour d'autres, peut-être pas du tout d'ailleurs, et on revient sur le lieu de l'entreprise avec ce côté à la fois de ces peurs par rapport à la sécurité, mais on a aussi énormément besoin de liens avec ses collègues, quoi. Tout à fait. Absolument. On vous a également mis une autre clé de lecture qui est la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, qui explique qu'à partir du moment où on a un choc dans sa vie, en l'occurrence ici, 14 mars, 20h, allocution d'Édouard Philippe, on apprend qu'on va être confiné. Donc il y a ce côté information qui tombe. Et derrière, il y a différentes étapes. Et dans ces différentes étapes, la première, alors clairement, j'en ai témoigné il y a quelques minutes, le déni total. C'est je continue ce que j'avais prévu et puis en fait, ça va juste pas être possible, mais j'en ai pas conscience. Et puis ensuite, il y a l'étape de la colère. Où pour moi, on était peut-être plus le 14 mars, ok, on a une visibilité à 15 jours et le 1 mars, j'ai plus la date exacte, il y a une deuxième allocution où là, on nous informe que c'est reconduit et il y a la colère parce que on se dit mais l'information, on ne pouvait pas nous la donner plus tôt, on va être en colère contre le gouvernement, on va être en colère contre la planète entière. Et derrière, il y a à la fois toutes les peurs qui arrivent. Quid de je vais être malade, pas malade, quid de je travaille à l'extérieur ou je vais faire une course et je ramène le virus à la maison, qu'est-ce qui se passe? De la tristesse parce que on se sent complètement démuni, impuissant, voire jusqu'à nul parce qu'on ne peut pas répondre aux demandes qui arrivent de tous les côtés, que ce soit des clients, des collaborateurs. On a l'impression de ne pas avoir les mots, de ne pas avoir le bon comportement. Et contrairement à la courbe du deuil telle qu'elle est utile dans la gestion d'un deuil classique, j'ai l'impression, et là en tant que psychologue, tu vas pouvoir peut-être apporter un autre regard, mais j'ai l'impression qu'on fait colère, peur, tristesse, et qu'on n'arrive pas à remonter la pente de droite, ou en tout cas, ça y est, on y est peut-être, mais voilà, comment on tient durablement cette remontée de pente? Alors, cette pente de droite, la pente de l'acceptation, du pardon, de la quête de sens, de renouveau, d'abord, il faut savoir qu'elle est difficile à remonter. C'est un peu comme si vous étiez au ski, quoi. S'il y a à remonter une pente, c'est mieux avec le tire-fesse ou avec le télésiège. Là, c'est un petit peu pareil. Il faut aller chercher la perche. C'est là où les consultants, les psychologues, toutes les professions de l'accompagnement, en fait, c'est leur métier de faire passer ces étapes et d'être la perche, d'être le soutien
pour pouvoir la passer. Quand on la passe tout seul, il faut une sacrée force, hein, faut une sacrée force intérieure. On peut peut-être donner une image, c'est comme si vous envoyez une bille là, dans le système. Si vous l'envoyez avec une petite force, bah oui, elle va osciller. Elle va osciller, elle va peut-être aller se nicher dans l'acceptation. Si vous la lancez un petit peu fort, elle va peut-être aller jusqu'au pardon, mais bah voilà, elle va revenir en arrière, quoi. Hein. Donc, pour pouvoir tout seul envoyer et traverser la courbe du changement, il faut avoir une sacrée force intérieure dès le départ. Voilà, tout le monde ne l'a pas et c'est normal. Et on a besoin d'aide. On est justement des êtres sociaux, des êtres qui ont besoin d'être ensemble, de faire fonctionner leur cerveau ensemble pour que celui-ci trouve des solutions. C'est notre humanité qui est comme ça. Et on a besoin d'attachement à l'autre, primitivement avec la mère, et puis ensuite avec les êtres humains qui sont autour de nous. Donc la meilleure chose à faire hein, dans cette situation et pour passer cette courbe du deuil et pour passer ces vagues, hein, parce que là on en voit une, mais en réalité on pourrait dessiner des petites vaguelettes juste avant. Là il y en a une grosse à passer et puis on pourrait redessiner des petites vaguelettes après jusqu'à la prochaine grosse. Hein, toutes ces étapes très importantes de la vie finalement. Et je soulignerais même que ce sont les étapes heureuses et difficiles. C'est la même chose. Dans un événement heureux qu'on a souhaité, on peut se projeter par exemple sur les événements, voilà, les grands événements de la vie, le mariage, les enfants, acheter sa première maison, etc. Et ben au départ, et ben on est content, on est en haut de la courbe. Et on est un peu dans le déni que y a un moment donné, il y aura des difficultés, quoi. Hein. Voilà. Donc, et puis on les découvre au fur et à mesure. On chute un petit peu, et puis pour reprendre le fil de la vie, et ben on remonte aussi cette pente-là en acceptant que d'avoir des enfants c'est pas si simple, être marié c'est pas si simple, et puis acheter une maison, faut payer les traites chaque mois pendant X années, etc. Donc voilà, que les événements soient heureux ou plus difficiles. Cette courbe, elle se traverse et c'est plus facile de la traverser quand on est accompagné. Alors, je te laisse la main sur la partie de la gestion des habitudes. Oui. Parce que là, on est complètement dérouté en ce moment entre tout ce qui nous arrive. Alors, c'est très en lien avec ce que tu viens de dire sur la courbe du changement. Qu'est-ce qui fait finalement que c'est si difficile de changer? C'est souvent une question posée aux managers. Et puis, dans les organisations, on parle souvent des réfractaires au changement. On dit, ouais, les gens, ils sont contre le changement, ils ne veulent pas changer, etc. Je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de réfractaire au changement, sauf sur des postures idéologiques qu'on peut connaître. Ok, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Confrontés à un changement d'habitude qui vient nous percuter directement dans notre fonctionnement cérébral. Et on va le vivre ensemble, si vous voulez bien, en direct, de manière à bien comprendre ce qui se passe pour chacun d'entre nous quand on nous demande de changer d'habitude. Alors pour ça, on va faire une petite expérience. Je vais d'abord vous proposer ici de nommer les couleurs. Donc voilà, on peut prendre une minute pour le faire si vous êtes derrière vos écrans. Voilà, faites-le. Prenez la liste et puis commencez à nommer les couleurs. Voilà, donc ça se passe normalement plutôt bien en général. Je vous propose dans un deuxième temps de lire les mots qui vont s'afficher. Voilà, et peut-être déjà là, vous pouvez évaluer s'il y a une différence, si c'est plus facile pour vous de lire ou de nommer les mots, voilà, comment ça se passe pour vous. Et puis ensuite, eh bien, je vous propose de nommer la couleur des mots qui s'affichent. Donc, de nommer la couleur des mots qui s'affichent. Et là, il est possible que vous sentiez une certaine gêne, un certain inconfort. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, Agnès. Eh bien, pour avoir fait l'exercice, ça va bien le premier, le deuxième et le troisième, il faut être quand même plus concentré. C'est ça.
Je pense que Voilà. si on le fait à haute voix, c'est plus facile que de le faire dans sa tête, mais Alors c'est intéressant, voilà, parce que là, tu vois, tu dis déjà que tu es en train de mettre en place une stratégie. Tiens, si je le dis à haute voix, ce sera plus facile, etc. Donc c'est intéressant. En tout cas, nous tous, voilà, quand on est face à ce truc-là, moi, ça fait des centaines de fois que je le montre. À chaque fois, je me fais avoir. Ça vient complètement nous percuter. Il y a deux tâches là qui sont en concurrence, dont une dont on a plus l'habitude, c'est la lecture. La lecture, c'est vraiment une habitude qui est ancrée pour nous au niveau cérébral. On a des connexions neuronales en fait dans notre cerveau qu'on appelle des autoroutes d'ailleurs neuronales. C'est vraiment des connexions, hein, littéralement des faisceaux de neurones qui sont liés les uns aux autres de manière extrêmement puissante, de par l'habitude qu'on a prise à lire. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de poser vos yeux sur quelque chose qui est écrit autour de vous. Vous ne pourrez pas vous empêcher de lire, à moins vraiment de faire un effort surhumain pour ne pas lire. Faites-le si vous avez quelque chose, un livre autour de vous. Posez vos yeux dessus, ça va être compliqué de ne pas lire. Donc on a vraiment voilà, une autoroute neuronale, des faisceaux de neurones qui sont très très soudés les uns aux autres, ce qui nous permettent de faire passer l'influx nerveux à une vitesse, voilà, on parle de la 5G aujourd'hui, mais là on est carrément sur de la 6, 7, 8G. Et donc quand je vous demande de nommer la couleur par-dessus, eh bien vous avez une habitude qui est confrontée par quelque chose dont on a moins l'habitude. Inversement, si vous êtes rentré dans le bureau où vous êtes en train d'écouter cette conférence aujourd'hui ou dans votre salon, vous n'êtes pas rentré dans cette pièce en dénommant automatiquement toutes les couleurs qui étaient autour de vous. Ce n'est pas une fonction automatique. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, on serait envahi d'informations. Mais si demain, c'était plus utile pour vous de nommer les couleurs que de lire, eh bien, vous pourriez vous entraîner. Et du coup, la lecture, ces faisceaux très, très solides se déliraient les uns aux autres. Et c'est la nomination de couleurs qui viendrait se solidifier à la place. Voilà, ça, c'est la plasticité cérébrale, très rapidement, hein, que je vous explique là. Mais l'idée, c'est ça. Et en fait, je vous propose cette expérience qui est vraiment une expérience de psychologie cognitive extrêmement connue et reproduite des centaines de fois depuis un siècle. C'est une expérience qui date des années 30 d'un monsieur qui s'appelle Stroop. Donc ça s'appelle l'effet Stroop. Et à l'époque, on n'avait pas les IRM pour voir ce qui se passait, mais on pouvait mesurer que lire, c'était plus rapide que de nommer les couleurs et que quand on confrontait les deux tâches, eh bien, il y avait un petit problème. Voilà. Aujourd'hui, au niveau cérébral, on peut le voir grâce à l'IRM. Eh bien, ce que l'on vit, nous, dans les changements d'habitude, c'est la même chose. Et c'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça qu'on n'a pas envie, parce que c'est désagréable, ça nous demande un effort. Il faut désapprendre quelque chose qui est tellement ancré que ça demande vraiment de se muscler, en fait. Voilà, donc c'est ce qui se passe pour vos équipes quand on change un logiciel, quand on change une organisation, quand on change de manager, quand on change de collègue. Et c'est ce qui se passe, du coup, là, on le vit tous en même temps, dans cette situation complètement inédite qui nous déstabilise complètement dans nos repères et qui nous demande de créer de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de comprendre et de voir à la fois nos activités professionnelles, nos objectifs et la manière qu'on va avoir de les honorer. alors, à quoi s'attendre à partir de maintenant? Il y a plusieurs éléments auxquels on a pensé. On a, je pense, fait des liens depuis le début. La première, ce à quoi on pense en premier lieu, c'est quelle va être la motivation des collaborateurs, alors qu'on a à gérer autant de contraintes en ce moment, à la fois personnelles, professionnelles, dans un temps de travail ou un temps journalier qui est complètement partagé entre le perso, le pro, les enfants, etc. Et ça tourne tout au long de la journée. Une deuxième thématique que sont les risques psychosociaux, les retours physiques en entreprise avec des peurs à gérer en ce moment, et puis une zone d'incertitude comme jamais on a connu. Je peux dire un mot, oui, sur le premier point, sur la motivation. C'est un peu en lien aussi avec ce qu'on vient de voir sur les habitudes et on le comprend bien, je pense, quand on a vécu l'expérience, là, en format réduit.
c'est que les équipes et chacun d'entre nous, on sature. Il y a une saturation au niveau cognitif et ça, on pouvait le dire. Il y avait des articles qui étaient sortis bien avant le confinement, notamment d'un de mes collègues qui s'appelle Olivier Houdet, qui est un des professeurs de psychologie du développement et cognitif, voilà, qui a une littérature très développée sur plein de sujets et notamment sur la question de la saturation cognitive et qui parle de ça. En fait, là aussi, il n'y a pas des personnes qui veulent pas s'y mettre, il y a simplement des personnes qui saturent au niveau cognitif. Et alors, on peut se désespérer et se dire, bon, bah alors voilà, si on sature tous, on ne veut plus rien faire. Eh bien, c'est là où il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'intelligence collective, il y a notre capacité à nous mettre ensemble pour pouvoir capitaliser et mettre nos intelligences au service de la réflexion et de la rapidité et de la somme des informations que nous avons à traiter. Aujourd'hui, cette somme, elle est trop importante, ça va trop vite et c'est trop important pour notre capacité humaine à absorber ces changements, à absorber cette quantité d'informations et ces choses que nous avons à faire, contraintes accumulées en plus, là du coup avec non plus un travail qui est, enfin des temps qui sont séquencés, le travail puis le personnel, ce qui était déjà parfois compliqué à gérer. Là, on a eu pendant 2 mois le travail et le personnel à gérer dans le même espace de temps, de lieu. Donc voilà. Donc la saturation, là aussi, c'est de déculpabiliser au maximum, d'accueillir ça dans un premier temps. Hein, et une fois qu'on l'a accueilli, de se dire, OK, on a des clés pour pouvoir nous entraider et pour pouvoir solutionner, c'est de nous mettre ensemble et de faire fonctionner nos cerveaux ensemble. Et pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, bah là, il y a des protocoles, des processus à utiliser parce qu'il y a aussi des biais sociaux. Quand on met les cerveaux ensemble, parfois on obtient des résultats moins bons que si on avait résolu le problème tout seul parce qu'il y a d'autres choses qui viennent se mettre dessus. Des conflits, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'ego, tout ce qu'on connaît bien en psychologie sociale et en sociologie. Donc c'est là où les régulateurs sont importants. Et là aussi, les métiers de l'accompagnement connaissent bien ces régulations-là. Donc, c'est important de mettre les cerveaux ensemble autour d'une table et d'avoir des régulateurs pour pouvoir maximiser les intelligences et pas les minimiser. C'est quand même vraiment dommage. Mais là, on a aussi des clés pour pouvoir dépasser nos limites individuelles. Oui, moi j'invite aussi énormément à partager, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors, pour avoir été dans des fonctions commerciales et de management, des fonctions de direction avant de créer mon entreprise, c'est évident. Surtout, enfin, sur ces fonctions commerciales, on veut tout le temps aller de l'avant, et on se pose pas trop de questions sur le côté émotionnel. Et là, je pense qu'en ce moment, l'idée, c'est vraiment d'accueillir, quand on est manager en tout cas, accueillir les interrogations et encourager les collaborateurs à mettre des mots. Et tant pis si on n'a pas de réponse, l'écoute, la qualité d'écoute est primordiale. C'est valable aussi chez les clients, hein, évidemment, que la qualité d'écoute est encore plus à renforcer, d'écoute active. Et à partir du moment où le collaborateur a quand même pu s'exprimer, déjà, ça fait une grosse partie du travail en termes de regain de confiance en soi et de remise en route en ce moment. Ouais, tu touches un point. Je trouve que les commerciaux connaissent très très bien ça, l'importance du lien avec le client pour réussir une vente. Voilà, c'est un élément primordial. C'est la qualité de la relation. Et là, la qualité de la relation managériale va être aussi extrêmement importante pour pouvoir dépasser tous les challenges qui sont face à nous. Ouais. Manager et vendre avec le cœur, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Une nouvelle ère qui démarre. Tu avais travaillé sur l'audace. Là, ça va être l'occasion de travailler sur le cœur. Ouais, tout à fait. Mais vraiment, oui, la qualité de la relation. Je parlais de l'attachement tout à l'heure. L'attachement, pour l'humain, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de l'autonomie, c'est la clé de la responsabilisation. Sans attachement, sans lien d'attachement primaire dans un premier temps, et ça après on peut le rattraper toute sa vie et c'est rattrapable, mais c'est par l'attachement qu'on devient autonome et en mesure en fait d'apprendre et de voilà. Donc on a appris à marcher grâce à l'attachement et ensuite
on apprend à faire ce qu'on a à faire dans la vie en étant attaché, donc plus forcément à son papa, à sa maman, mais à son manager, à un mentor, à un professeur, à un collègue. Voilà, ouais, c'est primordial. Et d'ailleurs, enfin, peut-être que je fais le lien avec le deuxième point sur les risques Oui, tout à psychosociaux, fait. parce que c'est tout à fait lié. Ce qui provoque les risques psychosociaux, c'est l'isolement. Donc, c'est pour ça que je fais le lien tout de suite, hein, parce qu'on parle d'attachement. L'isolement, la charge de travail et le manque de soutien du manager. Voilà. Donc, quand on n'a pas ces éléments-là, en effet, il y a des risques et ça peut pour le coup aller très très loin. Donc, il faut être quand même assez vigilant à ce qui s'est passé pendant cette période. On a des premières données qui ont été publiées par Opinionway sur les effets du confinement au niveau psychologique. Il y a vraiment un enjeu de santé publique. Je rappelle, mais là aussi, c'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour être au courant, parce que quand on est au courant, on peut mieux s'occuper des sujets. Mais il y a une responsabilité d'employeur sur la santé physique et psychique. Donc là, on s'occupe beaucoup de la santé psychique, hein, de manière à ce que les gens portent voilà, tout ce qui va nous permettre en fait d'être en protection vis-à-vis du virus, mais l'aspect psychique est aussi primordial dans la relation justement managériale. Et donc c'est vraiment quelque chose dont on peut s'occuper. Cette enquête Opinionway a montré que 44% des personnes qui avaient été confinées commençaient à présenter ce qu'on peut appeler des difficultés psychiques, hein, à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. C'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que juste avant, il y avait eu des études publiées qui montraient que 22% des actifs français étaient en souffrance psychique. Donc 22%, c'est beaucoup. Ces études-là disaient que on doublait ce pourcentage-là dans des situations plus difficiles, notamment d'isolement, de manque de soutien et de difficultés de travail. Bon, bah là, on y est. Voilà, 44%, c'est exactement le double de 22, ce qui est quand même assez sidérant, je trouve, d'avoir ces résultats-là. Mais voilà, donc simplement, tu parlais de l'accueil, cet accueil et juste l'écoute. Il n'y a pas de réponse à avoir. C'est ça qu'il faut dire aussi, je pense, aux managers, c'est qu'il n'y a pas de Oui, réponse puis à avoir. déculpabiliser les managers aussi qui ont Voilà, tendance à me dire, mais moi, je suis ni, entre guillemets, je suis pas son père, je suis pas sa mère, je sais pas comment gérer. Et j'ai exactement. pas été formée à ça, même si Voilà. j'ai des diplômes, je n'ai pas été formée à Oui, ça. Et je parce que pense que voilà, parce que souvent ils veulent dire quelque chose, mais parfois il y a juste rien à dire, il y a juste à dire j'entends et je comprends et j'écoute moi-même. Et d'ailleurs d'aller regarder soi-même, hein, on a été touché comment soi-même. C'est aussi intéressant parce que on est manager, donc on se dit on est en responsabilité, on se donne parfois pas l'autorisation aussi d'écouter pour soi-même les effets. Donc voilà, simplement être en empathie de ça, être dans l'écoute, renvoyer aux services compétents quand c'est nécessaire. Donc en effet, le médecin du travail, le psychologue quand vous avez des unités de psychologue, mais sinon le psychologue de ville. En tout cas, le médecin du travail, ça c'est sûr. Au moindre signal, c'est de votre droit d'employeur, dans votre responsabilité d'employeur, de dire à votre collaborateur d'aller le voir. Il n'a pas le choix, en l'occurrence, hein, si vous avez un doute sur la question et que vous demandez un rendez-vous chez le médecin du travail, vous avez plein de possibilités de le faire. Vous le faites dans le cadre de votre responsabilité d'employeur. Donc, c'est tout à fait ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement du quotidien, j'ai envie de dire. Donc, c'est là aussi où organiser des groupes de parole autour du confinement, mais plus loin, c'est-à-dire se dire, bon, bah, ok, on a toutes les bonnes raisons de se dire que cette période a été difficile. Maintenant, comment est-ce qu'on rebondit collectivement? Et là, on re-rentre dans un travail de management. Et là aussi, bah, se faire accompagner et avoir un tiers pour animer, c'est important. Et donc, ouvrir ces espaces-là pour se dire collectivement comment est-ce qu'on va maintenant travailler ensemble. à quoi s'attendre le troisième point? En effet, on a mis des retours physiques avec des peurs à gérer. Alors, pour moi, retour physique, donc déjà dans l'entreprise, bah, c'est vrai qu'il y a un laps de temps chaque matin où on va se remettre on va avoir un besoin d'un peu de temps pour se mettre dans une dynamique
de travail, avec les gestes barrières, avec se réadapter à son environnement. Il y a une sorte de suspicion au démarrage vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de l'environnement. En clientèle, pour le coup, alors, mon champ de compétences, moi, c'est plutôt le B2B que le B2C, mais en magasin, il y a aussi tellement de tous les gestes à rendre compte. Mais en B2B, ça va être très variable. La notion de rendez-vous physique, je pense que dans les grands groupes, il va y avoir un grand délai avant de revenir en rendez-vous avec des acheteurs ou ses interlocuteurs classiques. Dans les entreprises ETI, de type ETI, ça va être très variable en fonction de l'organisation. Il y a un peu des combats. Et puis après, clairement, sur plutôt des ventes de proximité, là, c'est pas le moment, je pense, dans des petites structures, sauf s'il y a urgence et qu'on est un fournisseur de produits indispensables. Et pour l'instant, les PME ont besoin de remettre à flot leur organisation et de retrouver une sorte de fluidité en production avant d'accueillir les collaborateurs commerciaux. Donc, je pense que pendant un certain temps, il va encore falloir gérer à distance la relation client. Ouais. Et le quatrième point, je pense qu'on en a longuement parlé, toute cette zone d'incertitude et de flottement pendant tout un moment. Là, clairement, à nous, en tant que prestataires extérieurs et à tous les managers et dirigeants de faire passer le message de manière pédagogique qu'il va y avoir des incertitudes permanentes et qu'on doit composer avec. Je te laisse peut-être… oui, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou… Oui, qu'on va composer avec, mais avec ouverture là aussi. C'est-à-dire que voilà, comment est-ce qu'on peut, avec cette donnée, créer ensemble. On va vraiment cette posture de créativité et de réflexion, on ne sait pas. Vraiment, c'est très inhabituel dans les organisations de penser comme ça et d'être vraiment dans cette acceptation-là. On ne sait pas et c'est pas grave en fait. Voilà, on va créer tous ensemble à partir de ce qui est là maintenant. Ça demande vraiment de changer d'état d'esprit, parce que le fait de ne pas savoir, à la fois quand on est manager ou quand on est commercial, dire à un client qu'on ne sait pas, c'est pas vraiment dans les mœurs, quoi. Donc, et on ne sait pas, c'est pas on va pas faire. On ne sait pas, c'est pas on va pas faire. C'est on ne sait pas ce qu'on va créer, mais on va créer quelque chose. Et ça, c'est pareil, on pourra peut-être le mettre dans les références. Il y a vraiment que tu parlais d'état d'esprit, c'est complètement ça, c'est complètement un état d'esprit. C'est Carol Dweck qui oppose en fait l'état d'esprit de développement de l'état d'esprit fixe. L'état d'esprit fixe, en effet, il est sur ses certitudes et voilà, il est très ancré là-dedans et c'est ce qui lui permet d'avancer. L'état d'esprit de développement, eh bien, il connaît des choses, il a appris, lui aussi, il a avancé dans sa vie, etc. Mais il sait qu'à tout moment, les choses peuvent changer, peuvent se transformer et qu'il apprendra en fait, qu'il apprendra et qu'il créera à partir des situations qui vont se présenter à lui. Donc, elle a vraiment théorisé ça depuis de nombreuses années. C'est ce qui est vraiment au cœur de la performance, de la réussite, notamment entrepreneuriale. Donc, son livre, qui a été traduit en français, c'est État d'esprit de développement, nouvelle psychologie de la réussite. Et c'est vrai que là, c'est intéressant d'aller regarder de ce côté-là et on va venir au leadership transformationnel pour tous. Mais c'est pas que pour les entrepreneurs en fait, c'est pour tout le monde. Comment est-ce que dans ce monde VUCA dont on a parlé, on se met tous à un mode de fonctionnement qui est ouvert sur la possibilité de créer et d'apprendre. Mais entrepreneur, pour moi, c'est pas chef d'entreprise. Ça peut être entreprendre un projet au sein d'une entreprise, entreprendre dans une association, entreprendre dans n'importe quel aspect de sa vie. Bien, alors reprenons ce pouvoir d'agir, que ce soit en vente ou en management. Je crois que c'est vraiment l'occasion rêver de réinventer
les choses, à la fois parce que on est poussé ou obligé ou confronté, peu importe, mais en tout cas à trouver des nouvelles solutions depuis 8 semaines, et notamment ce qu'on vient de faire, clairement, on ne l'aurait jamais fait. Parce que on serait en entreprise ou en train de travailler sur un autre sujet. Exactement. Donc la visio, toutes ces solutions digitales, quelles qu'elles soient, que ce soit à la fois en termes de relations clients ou en management, c'est vraiment une occasion de prendre ou reprendre, si on ne l'a jamais eu, un vrai pouvoir d'action, pouvoir pas dans le sens d'être sur les autres ou d'avoir un jeu de pouvoir, mais vraiment dans le sens de capacité, en fait. Tout à fait. Et en effet, c'est cette notion qui t'est vraiment chère, de passer de la QVT à la QTV pour la partie RH. Mm. Oui, alors deux mots là-dessus. C'est vrai que ça peut être un angle de vue intéressant dans le contexte actuel. J'ai été responsable de la qualité de vie au travail dans une grande organisation pendant quelques années. Et pour moi, il y a quelque chose où on se trompe sur la qualité de vie au travail. C'est un terme qui a pour moi été un peu galvaudé parce qu'on l'a pris avec un seul point de vue, celui de l'environnement de travail. Alors ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire, hein. Moi, j'étais dans un milieu très industriel. C'est clair qu'il y avait des locaux à rénover, parfois même à réhabiliter. C'était même d'un point de vue de la santé, sécurité au travail, pour le coup, c'était juste primordial. Donc très bien. Il fallait acheter de la peinture rose pour faire des endroits sympas pour boire le café avec les collègues, etc. Peinture rose, c'est bon. On a eu des budgets. Je pense qu'on a dévalisé tous les magasins de fourniture pour ça. Donc, OK, on a fait des espaces jolis. Certaines entreprises ont même mis des espaces collaboratifs avec des baby-foot, voire même des toboggans parfois. Bon, OK, c'est très sympa. Euh, Simplement, si on se limite à ça, on traite pas le symptôme et on traite pas les problématiques du travail. On traite l'environnement de travail, c'est important, mais c'est pas suffisant. Donc moi, ma proposition, c'est vraiment de renverser un peu le sujet et d'aller sur la qualité du travail et de la vie et de poser les questions sur comment est-ce qu'on travaille, quelle est l'utilité du travail, quelle est l'utilité de nos processus, qui les fait, qui les questionne, comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et là, il y a un vrai travail intéressant, nous on l'avait en tout cas mis en place, c'est d'unir les ressources humaines et les ingénieurs méthodes parce que finalement, sur certains points de vue, on peut penser qu'on ne parle pas la même langue, mais en réalité, on a les mêmes problématiques. Moi, je me suis rendu compte qu'en tant que consultante RH, parfois, il y a des sujets sur lesquels on pouvait être éloigné avec les managers de terrain qui étaient complètement dans la technique et qui étaient dans leur cœur de métier, ce qui est normal. Et j'avais l'impression que les ingénieurs méthodes avaient peut-être plus de facilité à parler avec eux parce que d'ingénieur à ingénieur, on se comprend. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, d'ingénieur à ingénieur, quand on essaie d'implémenter des nouvelles méthodes, eh ben, c'est pas si simple. Donc, finalement, unis entre ingénieur méthode et RH, on peut vraiment faire des choses très intéressantes sur la qualité du travail pour, eh bien, d'un côté, s'occuper des processus, ça va être l'ingénieur méthode qui va s'en charger, et du côté RH, s'occuper des humains qui, comme on l'a vu, ont un petit peu de mal à changer leurs habitudes. Et unis, là, on peut vraiment faire des choses très intéressantes sur la qualité du travail et du coup sur la qualité de la vie. Et on revient à la santé, sécurité au travail sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. Voilà. Donc là, on a une piste qui me paraît intéressant à aller regarder en coopération, de vraiment cesser de travailler en tuyau et de travailler en coopération avec le terrain, avec les gens qui bossent, de comprendre ce qui se passe et de comprendre en même temps le fonctionnement humain et les résistances naturelles qui peuvent avoir lieu. Autre piste de travail, et en effet, je pense que ce confinement fait poser beaucoup de questions sur la notion de travail à tout le monde. Il y a une vraie quête de sens, tu le disais tout à l'heure. Certes, on travaille soit à temps plein en télétravail, soit à temps partiel parce qu'on est au chômage
partiel. Et dans le coup, on en profite peut-être pour se poser quelques questions. Et un des axes est vraiment de profiter de cette période pour moi pour travailler un vrai leadership de transformation dans les entreprises et en conscience. Vraiment, pour moi, là, c'est l'occasion de passer un gap. Alors, évidemment, il y a toute la phase où on a été en confinement, où on y est encore, et on a des temps pour soi, de peut-être plus que d'habitude, où on peut être dans l'introspection, se poser beaucoup de questions. En tant que dirigeant, de travailler sur du fond, de la stratégie. Cette semaine où on est de nouveau sur plutôt de l'opérationnel, et un peu dans l'urgence et dans la réorganisation. Cependant, je pense que la période est vraiment cette fois primordiale pour passer, pas que d'un management classique ou d'un leadership, je ne sais pas si on peut appeler ça classique, mais vers un leadership à un autre niveau. Pas un leadership où on va réfléchir seul, ça c'est fini, mais un leadership où justement on va être dans de la co-construction pour transformer son entreprise, avoir un impact réellement sociétal, social. Je te laisse la parole là-dessus. Oui, et en conscience, comme tu le dis, c'est-à-dire la conscience, c'est vraiment je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Je mets des actes avec une intention particulière. Et ça, c'est conscient, je sais pourquoi je le fais. Donc, au travers du leadership transformationnel, il y a vraiment cette idée-là pour les managers, mais aussi pour les équipes. C'est aussi l'idée de permettre à chacun de connaître et de déployer ses ressources. Ce dont on va avoir besoin, là, parfois, c'est d'aller chercher des choses qui sont insoupçonnées, qu'on ne savait même pas qu'on avait à notre disposition. C'est un peu comme quand vous retrouvez une pièce au fond de votre poche. Si vous ne savez pas que vous l'avez au fond de votre poche, ben vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas conscient, justement, que vous avez peut-être un billet au fond de votre poche de 50 €. Bon, et quand vous le trouvez, vous êtes bien content. C'est une ressource, c'est chouette. Et ben, c'est un peu la même idée dans le leadership transformationnel, c'est de permettre à chacun de connaître ses ressources, de connaître ses forces. Et ça, c'est la psychologie positive qui nous le dit. Je fais une distinction. La psychologie positive n'est pas la science de la pensée positive. Il ne s'agit pas de voir tout en rose. La psychologie positive, c'est une science qui a permis de mesurer depuis maintenant une trentaine d'années avec les premiers travaux de Seligman et qui a permis de montrer que quand on est dans une optique où on regarde le verre à moitié plein, donc quand on regarde nos forces et qu'on arrête de se focaliser sur qu'est-ce qu'on pourrait développer, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, voilà, où sont mes manques, etc. Ben, quand on commence déjà par capitaliser sur qu'est-ce qu'on a sur ses forces et qu'on les met au service du projet, eh bien, on augmente nos capacités de performance. Donc, l'invitation, c'est vraiment ça, c'est de permettre aux équipes de mieux se connaître, permettre aux managers de mieux connaître ses équipes et donc qu'est-ce qu'il peut mobiliser chez chaque membre de l'équipe et du coup, eh bien, d'aller davantage vers une capacité à créer et à trouver des solutions comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 30% de la population qui est capable de décrire ses forces. C'est vraiment très, très peu. Donc, quand on sait que connaître ses forces, c'est la clé de la performance. Un côté tabou où on est plus orienté, en effet, vers ce qui ne va pas que ce qui va, c'est culturel. C'est culturel et c'est naturel. Alors, il y a souvent cette opposition nature ou culture, mais c'est les deux, en fait. Parce que culturellement, bah, il faut pas trop montrer quand même, etc. On peut avoir un petit peu ce carcan-là, surtout dans nos cultures européennes. C'est moins le cas pour les Américains, par exemple, qui sont beaucoup plus à même de démontrer ce qu'ils peuvent apporter, en fait. Mais c'est vrai que culturellement, voilà. Et puis, naturellement, il y a cette histoire aussi de la peur qui nous ramène à nous concentrer sur le négatif. Et ça, c'est notre cerveau reptilien qui fonctionne comme ça. On peut rien y faire. Voilà, on est constitué comme ça parce qu'à l'époque des cavernes, il fallait quand même bien qu'on se protège de l'ours ou du loup qui pouvait nous approcher. Donc, notre cerveau, c'est constitué comme ça. Et quand on est dans l'émotion, on revient à ce cerveau archaïque. Voilà. Et donc, comme on est un peu plus évolué maintenant quand même, eh bien, c'est comment est-ce qu'on dépasse ça pour pouvoir aller au-delà. Et aller au-delà, bah, ça nécessite d'aller puiser nos forces et nos compétences, en fait. Mais pour ça, il faut les connaître, il faut savoir qu'on les a. D'autant plus aujourd'hui, en effet, en période de difficultés. Et pour les collaborateurs commerciaux,
qui clairement voient leurs ventes baisser de manière vertigineuse pour certains. L'idée est vraiment de capitaliser sur les succès, même s'ils sont moins nombreux qu'au préalable, mais capitaliser sur des petites ventes ou des quelques rendez-vous qu'on a pu obtenir en visio ou par téléphone et en rendre compte. Ouais. Et c'est vrai que cette focalisation sur le positif et sur la création, il faut le savoir aussi, là c'est des données qu'on a sur le cerveau, et ben on va pas sécréter les mêmes hormones. Et on va sécréter, en l'occurrence, les bonnes hormones, ce qu'on appelle la dose, c'est facile à retenir et on n'a pas besoin d'aller voir d'être dans l'illégalité pour le consommer. La dose, c'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Si je me mets dans un état d'esprit de création, de collaboration et d'aller vers l'avant, je sécrète ces hormones-là qui sont les hormones qui permettent à nos cerveaux d'aller vers le cortex frontal. Et donc, le cortex frontal, c'est ce qui nous permet de solutionner les problèmes. Si vous faites un problème de maths, il vaut mieux avoir le cortex frontal qui fonctionne bien. Donc, pour donner la nourriture au cerveau pour pouvoir le faire, c'est cette dose qu'on a besoin de sécréter. Et donc, pour ça, tourner notre langage vers l'avant, vers le positif, vers ce qu'on va créer ensemble, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si vous êtes tourné vers tout ce qu'il nous reste à faire, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a, là vous sécrétez du cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone dont on a absolument besoin pour catalyser un certain nombre de choses qui permettent à nos muscles de se contracter, notamment pour fuir. Voilà, ça c'était aussi très utile il y a quelques millions d'années. Là, on fuit nulle part, on est là. Et donc, la seule chose que fait le cortisol, c'est qu'il se déverse dans votre corps. Il vient pour le coup faire des inflammations. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous savez, cette expression « ça me gonfle ». Voilà, ça me gonfle, c'est une belle expression du langage commun pour dire j'ai le cortisol qui est en train d'agir. Et 5 minutes de peur, d'énervement, de blocage, eh ben, c'est du cortisol qui se déverse dans votre corps et c'est 5 heures pour l'éliminer. Voilà. Donc, j'ai aussi lu récemment, et je le disais à des managers, que je suis désolée, il y a un fixe qui sonne. Je disais, j'ai lu récemment en effet que quand on donne un axe de progrès à un collaborateur, a priori, il faudrait 7 points positifs pour compenser le niveau d'axe de progrès. Oui, donc il vaut mieux en effet capitaliser sur ce que la personne elle a, la valoriser là-dedans et renforcer ça pour lui permettre de complètement contribuer à l'équipe sur sa force, que de déployer une énergie folle à en effet lui faire faire ce que peut-être elle n'est pas faite. Voilà, c'est Einstein qui disait si vous prenez un poisson, il ne montera jamais un arbre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un poisson? Et auquel cas, qu'est-ce que vous lui donnez comme bocal? Ou est-ce que vous avez un gorille? Et auquel cas, voilà, on y va. Mais c'est intéressant dans la fonction managériale d'être en conscience justement de ça pour pouvoir faire le meilleur de votre équipe. Et le poisson et le gorille ensemble, ils peuvent faire un truc génial aussi. Voilà. Donc, passer de la qualité de vie au travail à la qualité du travail et de la vie, accompagner vers un leadership transformationnel pour tous, ça, ce sont tes parmi ton panel d'activités, 2 activités sur lesquelles on a pu échanger là pour à la fois les managers et les collaborateurs commerciaux. Pour ma part, en effet, depuis 3 ans maintenant, j'avais développé des séminaires que j'ai appelés Audace managériale et Audace commerciale, qui permettaient, au-delà des méthodes et techniques de vente, de prendre un temps entre collaborateurs commerciaux pour se poser, pour mieux gérer son stress, pour apprendre d'autres techniques, à la fois de techniques, méthodes, mais peu importe, pour mieux gérer ses négociations aussi, en management, pour mieux gérer les problématiques, pour prendre du recul, pour travailler des plans d'action différemment. Nous sommes plusieurs intervenantes sur ces séminaires parce qu'on fait à la fois du sport, alors pas forcément du bateau comme on peut voir sur l'image,
plutôt du Ce sport qui donne d'eau. très envie, hein, par ailleurs. Ouais, ça donne envie, en effet. Dans les circonstances actuelles, finalement, je trouve que cette image, elle est bien choisie. Ça nous donne envie de reprendre le large pour de Bah vrai oui. en équipe Et de garder le cap. et de garder le cap aussi. Et surtout, donner du sens et garder le cap. Et donc, voilà, ces séminaires sont co-animés en effet avec d'autres personnes parce que pour moi, la performance au travail, la performance commerciale, la performance managériale, c'est aussi prendre soin de soi. Avoir d'autant plus de clés aujourd'hui, notamment par rapport à la pleine conscience, à la qualité des aliments qu'on consomme. Ça a un vrai lien pour moi sur la performance. J'en parle beaucoup en négociation, faire attention à ce qu'on mange avant d'aller en négociation ou justement pas trop manger selon les horaires auxquels on est convoqué. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont différents des méthodes et techniques de négo, des méthodes et techniques de vente, qui sont complètement complémentaires et qui peuvent permettre une meilleure performance. Donc pour l'instant, puisque là pour le coup ce sont des séminaires en présentiel, c'est juste reporté. J'aurai plaisir à recevoir mes clients de nouveau, je pense à partir de la rentrée. On est en train de recaler des dates chez certains clients pour se poser en équipe. Au vert et reprendre le chemin du redéveloppement commercial. Bravo. Ouais, j'ai hâte. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, tu vois que d'habitude, j'aurais pas eu l'occasion de faire ça avec toi et d'en parler à travers une visio. Donc voilà, Exactement. c'est un autre moment. Donc j'ai été ravie et j'espère toi aussi de pouvoir co-animer cette session, Très. cette conférence, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous avez ici nos coordonnées, donc Ida, pcdéveloppement.fr. On a ton numéro de téléphone. Ouais. Et bien sûr, on te retrouve de manière très active à travers des lives régulièrement Tout à sur fait. Facebook, sur LinkedIn. Et puis, pour ma part, sur LinkedIn aussi et sur mon site internet Coactance. Donc voilà, merci à vous. Merci Agnès. Je t'en prie. Merci pour cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir partager ce qui me semble vraiment important, voilà, pour les managers, pour les équipes et pour tout ce qu'on a à contribuer. Voilà. C'était fait de manière ultra spontanée et avec le cœur parce que ça nous a vraiment pris très récemment de faire cette conférence. Et évidemment, on reste à votre disposition pour plus de renseignements sur à la fois les thématiques qu'on a évoquées, les livres qu'on a cités et qui n'étaient pas notés dans PowerPoint, et puis pour vous donner les éléments de contenu. Merci beaucoup. Merci.